Je suis très content d'être ici pour plusieurs raisons. D'abord, j'étais là il y a quelques temps avec Sylvain Ferrez qui est ici à propos d'un colloque qu'on a organisé dans cette même salle sur la naissance du mouvement sportif handisport, grâce auquel donc, ces lieux ont été créés, puisque c'est une création de la Fédération handisport qui a son siège social à côté. Et je trouvais très intéressant le fait qu'on soit là pour un second colloque national autour de la question du sport, de l'homosexualité et de l'homophobie, parce que c'est aussi le passage d'handisport à l'homophobie, c'est une question de prise en compte par le mouvement sportif des différences. Donc on a eu un travail sur l'histoire du mouvement handisport, et c'est aussi ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire comment le mouvement sportif justement est réceptif à des populations qui pendant un certain temps ont été exclues, ou alors qui peuvent être stigmatisées ou source de vulnérabilité. Le second point, je voulais aussi revenir sur l'histoire. C'est vrai que c'est une rencontre qui s'est faite à Saint-Étienne, dans un bar, avec une association Face à Face, qui organisait un festival du film gay et lesbien qui était consacré à la thématique sport, ce qui était très original, et on a vu plusieurs films vraiment intéressants. Et puis les institutions. Les institutions, il y avait donc la Fédération sportive gay et lesbienne, que Christelle Foucault préside. Il y avait le GLSF, la Fédération européenne. Et puis il y avait la FGG, la Fédération des Gay Games, qui est une fédération internationale qui organise depuis 1982 les Gay Games, donc des jeux sportifs qui se constituent tous les 4 ans, qui se réalisent tous les 4 ans. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça part d'une dimension militante, associative. C'est une initiative privée qui organise ce colloque et qui interpelle le scientifique. Qui interpelle le scientifique, comme en 2006, à Lyon, nous avions interpellé, en tant que scientifiques, les associations, en montant le premier colloque national sur cette question, qui s'appelait Sport, homosexualité, homophobie. Et donc, j'en profite pour vous remettre, puisque vous êtes attentifs aux écrits, l'ouvrage qui a résulté de ce colloque, sport et homosexualité, et qui reprend un certain nombre de thématiques qui ont été abordées, et qui m'amène à réfléchir, c'est le sens de mon introduction avant de présenter Lindsay England, qui va intervenir juste après moi, le sens de mon intervention que je voulais situer autour du rapport entre le scientifique et le militant. Est-ce que quand on travaille sur des processus sociaux, est-ce que quand on travaille sur des dimensions militantes de la vie sociale, comme par exemple la lutte contre l'homophobie, l'affirmation des communautés gays et lesbiennes, est-ce qu'on peut quand même rester dans une perspective scientifique? Ma réponse est oui. Elle est évidemment oui, dans la mesure où la question idéologique va interroger le scientifique. La question de la mise à l'écart de certaines populations ou de la mise en difficulté de certaines personnes en raison de leur handicap, en raison de leur orientation sexuelle, en raison de leur couleur de peau, ça interpelle bien sûr le scientifique. Et l'intérêt, c'est que justement, le scientifique s'approprie ces questions pour produire de la connaissance. Je vais faire un bref rappel, un bref parallèle également. C'est exactement ce qui a permis toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'histoire des femmes, par exemple. Ça a commencé par un militantisme dans les années 70 qui s'est traduit par des recherches universitaires. Mais s'il n'y a pas d'abord un militantisme qui commence à dire hey, l'histoire des femmes, c'est aussi l'histoire de l'humanité, ou l'histoire de l'humanité, c'est aussi l'histoire des femmes, on est les oubliés de l'histoire, nous sommes invisibles, nous allons produire une nouvelle histoire qui prend en compte la complexité de la société et surtout sa diversité en matière de répartition des sexes entre les hommes et les femmes. On n'aurait pas eu tout ce travail. Même chose pour les personnes handicapées. Les premiers travaux sur les Disability Studies aux États-Unis ont été produits par des personnes handicapées. Même chose pour les personnes qui viennent des communautés minoritaires, etc., etc. Donc, cette articulation, elle me paraît incontournable. En revanche, et ce sera l'occasion de mon intervention tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on va analyser des réactions homophobes ou qu'on va travailler avec des associations qu'on est, en tant que scientifique, qu'on va produire des jugements de valeur. Et ça, c'est un point que je voulais poser avant de laisser la parole à la première intervenante. L'idée, c'est d'interpréter et de travailler sur les jugements de valeur. Alors bien sûr, quand on travaille sur l'homophobie, on a un parti pris. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail du scientifique, ce n'est pas un travail de dénonciation ou un travail militant. C'est un travail, en revanche, qui peut venir en complémentarité. C'est un travail, surtout, qui amène à travailler sur la compréhension des phénomènes. Et c'est le travail que je développe depuis plusieurs années maintenant. C'est en quoi l'homophobie a-t-elle une fonction sociale? À quoi ça sert? Qu'on la dénonce, qu'on la critique, je suis tout à fait d'accord, c'est nécessaire. Néanmoins, je m'interroge en permanence, notamment dans le sport, sur l'impact que ça a. Notre ministre de tutelle, David Douillet, quand je dis notre, je parle des sports, alors que je parle en tant qu'universitaire. Donc le ministre des Sports, David Douillet,
a été interpellé pour ses propos sexistes et homophobes dans son autobiographie qui date de 1998. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment il est revenu sur ses décisions une fois qu'il a été nommé ministre. C'est pas ses décisions, ses propos, une fois qu'il a été nommé ministre, et après avoir été un petit peu interpellé par Roselyne Bachelot, qui s'est rendu compte que quand même il avait des propos qui n'allaient pas avec ce qu'elle avait défendu, justement, durant ses précédents ministères, alors qu'elle était elle-même ministre des Sports. Et il a caractérisé ses propos comme étant des propos de jeunesse. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, c'était des propos de vestiaire. Et ça caractérise totalement cette homophobie ordinaire qui se diffuse dans le monde sportif, face auquel, justement, il est important d'interroger les acteurs qui n'ont pas conscience de leurs propos, qui n'ont pas conscience de la portée de leurs propos, et qui n'ont pas conscience qu'ils sont eux-mêmes porteurs de valeurs d'exclusion, de discrimination et de stigmatisation. J'attends donc la projection, mais donc le travail que je vais présenter est, je pense, directement en complément avec ce qu'a proposé l'INSEE jusque précédemment, puisque j'interroge non pas la façon dont l'homophobie se traduit sur les sites et sur les forums, mais plutôt comment elle est devenue, l'homophobie sportive est devenue quelque chose qui est pris en compte par les grands médias français, et comment finalement on est passé d'un militantisme, d'un activisme, d'une forme d'intervention de groupes militants, ce qu'on appelle en sociologie de minorité active, à quelque chose qui s'est largement diffusé. Vous voyez donc 2003-2011. Alors, je ne sais pas si je peux avoir une télécommande, peut-être ce sera plus facile pour moi d'avoir le... alors, attendez, j'appuie où non, ça ne marche pas là. Bon, bah, je vous fais signe, parce que là, je n'arrive pas à passer d'un... Oui, bon. Allez-y, alors. Donc, voilà, en préambule, j'avais prévu de mettre 2 photos. Quand je vous fais ça, c'est bon, parce qu'en fait, c'est ligne par ligne. Pourquoi donc le président Louis Nicolin, qui est le président d'un club de football à Montpellier, et puis le ministre David Douillet, en première page de mon diaporama, le ministre David Douillet, qui, vous voyez, pose dans Paris Match avec son épouse, donc qui atteste aussi de son hétérosexualité et de sa réalisation dans le mariage. Donc pourquoi Eh bien, en raison de leurs propos homophobes, vous pouvez y aller, propos homophobes qui ont été épinglés, comme j'ai dit tout à l'heure, très récemment. Et Louis Nicolin, il y a un peu plus d'1 an, et puis David Douillet, pour des propos qu'il avait tenus en 98, qui ont été réveillés par le Canard enchaîné il y a 2 ans, et puis qui ont été rappelés au moment donc, où il est devenu ministre. Alors la question que je pose, c'est comment on est passé d'un total silence médiatique, d'une invisibilité complète de la question de l'homophobie dans le sport, alors même qu'on défendait par exemple la question du racisme, la lutte contre le racisme était posée y compris par la FIFA. Pourquoi ce silence ? Eh bien, il me semble qu'on est passé d'abord de quelque chose qui relève d'une vulnérabilité individuelle, c'est-à-dire comment les individus étaient isolés dans leur rapport à l'homophobie dans les structures ordinaires, à une résistance collective qui se manifeste à la fois par la création d'abord des Gay Games, donc qui était une réaction à l'homophobie aux États-Unis au début des années 80, et puis par la constitution de clubs gays et lesbiens, de structures sportives gays et lesbiennes, aujourd'hui organisées autour de la FSGL, mais qui ont également été relayées par des structures non spécifiquement sportives, mais qui sont très attentives aux questions de l'homophobie dans le sport en général. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'environnement sportif est porteur d'une homophobie et d'un sexisme ordinaire. Le travail de l'INSEE l'a fait apparaître. On peut trouver des tas de propos de ce type dans la presse, mais aussi dans les vestiaires. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que cette homophobie se diffuse par la culture sportive. Alors, ces propos homophobes sont aujourd'hui dénoncés systématiquement par des minorités actives. Et je voulais prendre l'exemple du Paris Foot Gay, parce que j'ai pris 2003, parce que vous verrez qu'il y a 2 dates. À cette date, il y a 2 événements qui montrent la façon dont on va interroger l'homophobie dans le sport. Il y a la création du Paris Foot Gay. Paris Foot Gay, qui est un club de football qui est créé dans la volonté spécifique de lutter contre l'homophobie dans le football. Donc c'est un club qui s'est constitué sur la base d'un militantisme, sur la base d'un activisme, et de lutter donc contre l'homophobie dans les stades de football et également dans le football ordinaire. Donc c'est vraiment une mission militante qui est proposée. Le Paris Foot Gay, donc, et c'est assez proche de ce que propose l'INSEE, c'est à la fois une sorte d'observatoire
C'est-à-dire qu'il va enregistrer, et le fait d'avoir un site du Paris Foot Gay, c'est intéressant, parce que si on travaille sur l'homophobie dans le sport, on a un recueil d'un certain nombre de propos, d'un certain nombre de choses qui se produisent, et donc ça fait cet observatoire qui se constitue autour de ce qu'on peut voir dans le football. Mais c'est aussi une structure, le Paris Foot Gay, qui a lancé des campagnes médiatiques. Et notamment, alors, il y en a une qu'on connaît, qui a été mise à jour à plusieurs occasions, c'est Carton rouge à l'homophobie. Carton rouge à l'homophobie, on peut essayer peut-être de lancer, je vais voir ce que ça donne, la vidéo. Alors, on fait un test, vous allez me dire si ça marche, puisqu'il faut aller maintenant... Ah, il faut se reconnecter. Ouais, nous ne sommes qu'au XXIe siècle, donc il y a encore des petits problèmes techniques. C'est bon ? Normalement, ça doit y aller direct si on est connecté. Ça doit ouvrir une page sur le navigateur. Voilà. Ah, pardon. Bon, sinon, on peut les passer. Peut-être on peut... sinon, on peut passer, Christelle, si jamais ça... Ok. Il faut accepter, voilà. Il faut retenir le mot de passe. Super, c'est bon. Alors on va voir au niveau du son maintenant. Olivier vit avec depuis longtemps. Les membres de sa famille ne sont pas au courant. Il a peur de leur réaction. Ses collègues le soupçonnent, et seuls ses meilleurs amis savent. Il lui est souvent difficile d'en parler librement. Parfois, les mots lui manquent. PD! Sale PD! Appliqué! Enculé! PD! Dites non à l'homophobie. Bien, voilà une première campagne donc, du Paris Foot Gay qui a surtout été diffusée, alors on le verra tout à l'heure, sur Internet, c'est-à-dire que les réseaux sociaux jouent un rôle dans la diffusion de cette réaction à l'homophobie. Et puis autre chose, pour essayer de comprendre comment s'est constituée la réception de cette homophobie sportive, en 2003, il y a également pour la première fois en France la publication d'un article sport dans le dictionnaire de l'homophobie dirigé par Louis-Georges Tin, dictionnaire de l'homophobie qui a été constitué en réaction à l'homophobie relativement intense qui s'est produite autour des débats sur le Pacs 98, 99, 2000. Il y a eu, y compris à l'Assemblée nationale, des propos homophobes extrêmement violents. Et donc ce dictionnaire de l'homophobie a été constitué et Louis-Georges Tin, à l'époque, m'avait demandé d'y participer. Et c'est là que j'ai constaté qu'en France, du point de vue scientifique, du point de vue des recherches, il n'y avait rien, alors qu'il y avait des tas de choses en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Et donc c'est la première fois où en France on pose cette question dans un registre académique. Un peu plus tard, en 2005, c'est la première enquête nationale de SOS homophobie. Donc là, c'est une structure militante, là encore, une association militante, qui lance la première enquête en association avec la FSGL et le Paris Foot Gay. Et puis, il y avait Sylvain qui était dans le coup, et puis moi également. Et là, on a quelque chose qui fait qu'il y a une double observation. Il y a à la fois une observation militante qui va dans le sens de ce qu'a présenté l'INSEE, c'est-à-dire dans le recueil des réalités homophobes. Et puis, on a commencé donc à s'interroger aussi du point de vue scientifique sur non seulement ce qui se passait, mais qu'est-ce qui peut expliquer ce qui se passe malgré les dénonciations. Et puis, ce travail se traduit par une dénonciation systématique des propos homophobes, d'où la visualisation de Louis Nicolin tout à l'heure et de David Douillet, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, hein, je pense à Thierry Roland, le commentateur de football, donc un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus commenter de façon anodine avec des propos homophobes sans être interpellées par ce que j'appellerais des comités de vigilance, en tout cas des structures qui sont très vigilantes à ce qui se passe. Alors,
c'est vrai que tout à l'heure, Christelle Foucault a présenté 2010 comme une année importante. Et moi, je vois la charnière, vraiment, vous voyez, c'est très rapide. 2003-2009, ça fait 6 ans. C'est rien à l'échelle d'une société. Et pourtant, il s'est passé plein de choses. Notamment, il y a eu... alors, je vois qu'il y a Brahim au fond de la salle. Donc en 2009, vous l'avez, le 4 octobre 2009, le match de foot Paris Foot Gay Bébel-Créteil n'a pas eu lieu. Ce qui est important, c'est pas que le match ait lieu ou pas eu lieu, c'est l'impact médiatique qu'il y a eu autour de ce non-match. Ce non-match a été... Alors on peut imaginer qu'en 2003, au moment de la création de Paris Foot Gay, si le Bébel-Créteil avait dit on ne veut pas jouer contre le Paris Foot Gay en raison de leur orientation sexuelle, ça n'aurait pas eu d'incidence. Personne n'en aurait parlé. En revanche, 6 ans plus tard, ça devient quelque chose d'important, au point que tous les médias le relaient. Et au point qu'on le retrouve dans les journaux télévisés nationaux, sur les radios, et dans la presse nationale et régionale. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. 17 décembre 2009, un peu avant Noël, Gareth Thomas, dans le Daily Mail, annonce qu'il est homosexuel. Gareth Thomas, c'est l'arrière de l'équipe du Pays de Galles de rugby. C'est ce qu'on appelle dans le monde du rugby un gaillard. C'est quelqu'un qu'on n'aurait jamais soupçonné d'être homosexuel. C'est quelqu'un dont le jeu était un jeu dur, un jeu de défenseur et d'attaquant quand il avait le ballon, extrêmement percutant, performant et perforant. Et il annonce qu'il est homosexuel. Ça, vous voyez, ça, je le mets dans la continuité parce que là aussi, il y a débat et on va voir que ça va avoir un impact également tout à l'heure. On peut enchaîner. Le 4 janvier 2010, vous voyez, je rapproche des événements. 4 janvier 2010 à la télévision sur Canal+, en prime time, à 20h30, le documentaire de Michel Royer, Sport et homosexualité, où est le problème? C'est important que ce soit en prime time, au moment, c'est un lundi soir, c'est sur le créneau sport de Canal+. C'est pas un créneau LGBT relayé en fin de soirée, c'est le créneau sport de grande écoute du lundi soir de Canal+. Ça aussi, c'est un événement important dans la médiatisation des choses. On enchaîne, et vous voyez qu'un an après, 4 octobre 2009, octobre 2010, Ramayad publie, et je suis pas tout à fait d'accord, elle ne reprend pas l'initiative de Paris Foot Gay, mais on voit une initiative ministérielle qui effectivement s'appuie sur des choses, des initiatives privées qui ont déjà été lancées depuis un moment. Paris Foot Gay demandant en plus une signature des clubs professionnels de football. Mais ce qui est important là, c'est bien le ministère, c'est bien l'institution qui oriente les sports, qui va définir l'homophobie comme une priorité, en tout cas en termes de lutte, juste après avoir travaillé sur les violences sexuelles. D'ailleurs, on a un membre de Greg qui est ici et qui a travaillé sur ce dossier, sur les violences sexuelles dans le sport. Et on a comme ça des chartes qui se sont constituées. La charte contre les violences sexuelles dans le sport, la charte contre l'homophobie, un groupe de travail qui s'est réuni sur les discriminations. Donc on a une volonté des institutions de proposer un modèle sportif qui soit un modèle porteur d'un certain nombre de valeurs, et en tout cas qui dénonce un certain nombre de comportements et de propos. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? En seulement 6 ans, 7 ans, on voit une bascule qui va de la dénonciation militante de groupes de minorités actives à une appropriation collective de cette question, même si cette appropriation collective génère des réactions homophobes du type de celles que l'INSEE a pu proposer. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vigilance collective, elle n'est plus seulement le fait des fédérations, des associations gays et lesbiennes. Elle est aussi le fait de journaux mainstream, de journaux, j'allais dire orthodoxes, en tout cas de journaux dont c'est pas la préoccupation première. D'ailleurs, I'm proud of my coming out, c'est pas moi qui parle, c'est Gareth Thomas, vous voyez, et ça c'est quand même intéressant, la première page de l'Équipe Magazine. On n'est pas sur YAG ou sur Tétule, on est en première page de l'Équipe Magazine en février 2010. Donc ça aussi, ça fait partie des choses, et du coup, en termes de symboles, vous avez la photo suivante, en termes de symboles, on a la ministre des Sports qui a sans doute jamais vu un match de rugby avant ce jour-là, et puis Gareth Thomas en tenue de rugbyman qui vient justement appuyer la démarche politique par rapport au symbole qu'il représente en tant qu'ancien sportif de haut niveau, rugbyman, donc viril, et néanmoins homosexuel. Alors, comment se fait cette réception médiatique de l'homophobie? Comment on la retrouve? Eh bien, d'abord, bien sûr, il y a une presse communautaire, têtue, YAG, qui est très à la pointe, je dirais très vigilante sur la question. Et dans cette presse communautaire, on voit d'abord une grande intransigeance et une détection systématique du moindre propos homophobe ou du moindre comportement homophobe. Ce
qui fait que là, il y a cette vigilance qui se constitue. Et en même temps, il y a l'affirmation, et c'est là que justement peut-être on peut se dégager aussi il y a comment dire, il y a une perception de la vulnérabilité des homosexuels en milieu sportif ordinaire. C'est peut-être pour cela aussi que par exemple l'affaire Johan Lemaire a été aussi supportée, accompagnée. Parce que Johan Lemaire, quand on est footballeur, on se demande s'il y a des homosexuels dans le sport, on l'a vu tout à l'heure dans les propos recueillis par l'INSEE, on voit bien qu'il y en a qui se demandent s'il peut y avoir des homosexuels à côté d'eux dans les vestiaires, dans l'équipe, etc. Or, quand on est au contraire dans un mouvement associatif gay et lesbien qui lutte contre l'homophobie, on sait qu'il y a des jeunes, il y a des personnes qui vivent une homophobie intériorisée, qui vivent parfois des propos difficilement supportables et qui sont donc en vulnérabilité parce qu'ils sont isolés. Donc l'idée, c'est de passer de cet isolement individuel à un travail d'accompagnement collectif. Donc il y a un rappel constant de l'homophobie sportive, et là je passe. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la presse nationale, mainstream, et dans la presse régionale? Eh bien, il y a un relais. Quand, par exemple, YAG ou Tétu lancent sur leur site une information, ou quand Paris Foot Gay fait un communiqué de presse, c'est relayé par la presse nationale et régionale. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça relaie les dénonciations, mais en même temps, c'est un lieu de débat. Et un débat extrêmement vif. Ce qu'on voit dans les propos de l'INSEE tout à l'heure, on les retrouve, non pas dans les articles de presse, mais dans les commentaires. Si on lit maintenant sur Internet, on voit à la suite d'un article du Monde, il y a un article qui est paru hier d'ailleurs, enfin aujourd'hui, sur l'homophobie dans le foot, puisqu'on dit qu'il vaut mieux, quand on est footballeur, ne pas dire qu'on est homosexuel. Mais si vous allez voir ce soir les commentaires qui sont apparus dans la journée sur ce site, vous verrez très vraisemblablement un certain nombre de propos homophobes, parfois très violents, même s'il y a une régulation qui est faite par les journalistes. Ce qu'on trouve plutôt, donc c'est pas un comportement militant, c'est en revanche une dénonciation de l'injustice dans cette presse mainstream, l'injustice et la discrimination. C'est ça qui fait réagir les journalistes. On trouve quand même que c'est pas normal qu'il y ait cette réaction. Néanmoins, j'enchaîne sur la suite. On voit une perception différente selon les sources. L'homophobie n'est pas traitée de la même façon selon les sources, avec notamment pour les médias communautaires, alors je prends là aussi, je vais vite, mais c'est YAG et Tétu, une exposition systématique des homosexuels à l'homophobie, et en revanche, deuxième aspect, dans la presse grand public, dans la presse mainstream, quelque chose qui n'est pas lié à l'exposition des homosexuels à l'homophobie, mais qui est plutôt lié à la dénonciation de l'homophobie comme une idéologie haineuse au même titre que le racisme, ou que le sexisme. C'est-à-dire que les journalistes qui dénoncent l'homophobie dans le sport le dénoncent parce qu'ils disent que, au même titre que le racisme et le sexisme, il n'est pas possible aujourd'hui, en 2011, d'accepter certaines choses, d'accepter certains propos. Donc voilà ce qui est proposé, et c'est une dénonciation vraiment de l'homophobie comme étant quelque chose, je dirais, d'une autre époque. Et dans le discours homophobe, en revanche, c'est-à-dire que le discours homophobe, moi j'ai pas travaillé sur des forums spécifiquement homophobes, mais il suffit d'aller donc sur les commentaires qui sont faits sur cette presse grand public. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'avoir des propos homophobes. Ça c'est un travail à faire avec Sylvain. Je vais mettre Sylvain sur le coup avec ses étudiants à Montpellier. Comparer par exemple la teneur des propos entre, par exemple, les lecteurs de différents journaux. Est-ce que les lecteurs qui font des commentaires sur le Parisien sont plus homophobes que ceux qui lisent Le Monde, par exemple? Ce serait intéressant de voir la comparaison, de voir comment, est-ce que oui ou non. Je suis pas sûr du tout où les commentaires de l'équipe, les lecteurs de l'équipe, que laissent-ils comme commentaires? Eh bien, là, dans les commentaires homophobes, il y a un rejet de l'homophobie. C'est ce que dit montrer l'INSEE tout à l'heure. Il y a un rejet. Si les homosexuels se plaignent d'homophobie, ils ne doivent s'en tenir qu'à eux. Ils ont qu'à être plus tranquilles, plus discrets. Ils ont qu'à pas la ramener. C'est leur problème, en fait. Le problème de l'homophobie, c'est le problème des homosexuels pour les homophobes. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça pose le débat et en même temps ça donne une lisibilité sur les arguments qui sont défendus, sur ce qui est exposé par les personnes qui rejettent justement cette lutte contre l'homophobie. Alors le dernier point que je voulais souligner quand même, c'est l'impact très fort depuis 2005-2006 des réseaux sociaux. Il reste 2 minutes, c'est parfait. Dernière diapo. Notamment le Web 2 qui a permis de très vite diffuser la moindre information et que cette information soit relayée par des milliers de personnes. Un exemple, très simplement. Quand YAG par exemple, donne une information sur, alors je sais pas, par exemple,
j'ai parlé de Gareth Thomas, IAC qui lance sur son site une information sur le coming out de Gareth Thomas. Dans le jour même, dans la journée, on le retrouve sur Twitter, sur Facebook, à des milliers d'exemplaires. C'est-à-dire que c'est relayé, et c'est relayé alors, par des tas de personnes différentes, par des journalistes, par des citoyens et des citoyennes, par des universitaires, et ça donne tout de suite une visibilité très forte à cette information. Et puis, donc, dernier point, je voulais quand même noter que le résultat de c'est ma dernière diapositive, donc le résultat de cette perception sociale et de cette réceptivité sociale, on va le voir ici, première vidéo, une image. Si on est tout reconnecté, c'est très sensible comme alors ça c'est une dernière campagne contre l'homophobie que je vous demande donc de regarder. Parce qu'il faut que l'homophobie, dans nos stades et ailleurs, cela cesse. On ne force pas les gauchers à jouer du pied droit. Alors pourquoi les homos devraient-ils faire semblant d'être hétéros? Quand un nouveau arrive dans l'équipe, je dis toujours, joue comme tu es. On juge un joueur sur le terrain, pas ailleurs. L'homophobie ne me fera jamais gagner un match. Un joueur gay, peut-être. Ils ont deux bras, ils ont deux jambes, il y en a même qui ont les pieds carrés. Épauler son coéquipier, c'est le rendre plus fort. Je ne jouerai jamais avec un coéquipier hétéro. Ça vous choque? Ben c'est pareil. Laissez tomber l'homophobie, c'est réservé aux petites tarlouses. Alors, ce que je voulais dire là, c'est quand même, et puis dernière image, donc après, on peut revenir sur le diaporama, donc on voit Louis Nicolin, récupéré, je dirais, par le Paris Foot Gay dans la campagne contre l'homophobie. On peut cliquer là encore une fois sur le diaporama. Et autre exemple de récupération, c'est David Ginola, un footballeur professionnel qui a été interpellé pour des propos homophobes. On en parlera demain dans les montages vidéo qu'on a fait avec Christelle et Sylvie. Il a été interpellé donc vous le verrez demain, donc sur quoi il a été interpellé. Mais là aussi, tout comme Louis Nicolin, il y a quelque chose, j'ai parlé de prise de conscience et de repentir. C'est-à-dire qu'à un moment, en étant interpellé publiquement, il y a une prise de conscience, dit mais non, je suis pas homophobe. Et puis on dit attends, David, viens, on va discuter, on va t'expliquer pourquoi. Loulou, c'est Louis Nicolas. Loulou, tu te rends compte de ce que tu dis quand tu es président d'un club et que tu traites un joueur adverse de petite tarlouse. Et finalement, Loulou dit mais moi je suis pas homophobe. Et du coup, il signe la charte contre l'homophobie et il participe au clip. Et donc il y a une récupération comme ça qui permet de montrer aussi comment peut-être, alors ça renvoie peut-être aux questions de Sylvain tout à l'heure, comment agir. C'est pas seulement attendre que la FIFA intervienne, c'est aussi travailler comme le font par exemple Paris Foot Gay à l'appropriation par les personnes qui ont été identifiées comme étant porteuses de comportements ou de propos homophobes et les associer donc à ce travail de lutte contre l'homophobie. Alors je vous remercie, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Il y a un micro dans la salle, il y a Brahim au fond qui veut intervenir. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'intervention. Donc là, la dernière image, la question que je me pose aujourd'hui, bien que je fais partie du Paris Foot Gay en tant qu'entraîneur, est-ce que Louis Nicolin est homophobe? Totalement personnel, là c'est pas un sociologue qui parle, hein. Pour avoir vécu pas mal de temps à Montpellier, je pense que Louis Nicolin, à l'évidence, est homophobe et sexiste. Mais c'est quelque chose qui est lié à sa constitution, à sa construction culturelle. Enfin, c'est quelqu'un qui est connu depuis des années, on sait comment il parle. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est le recul et le retour qu'il a pu prendre sur sa propre action, sur sa propre façon de parler. Et le fait qu'il a été, alors je sais pas, il faudrait voir avec Pascal qui est le président du Paris Foot Gay, comment ça s'est passé quand il a rencontré Louis Nicolin, je sais pas. On n'a pas parlé avec Pascal, mais c'est comment Louis Nicolin s'est approprié justement l'impact de son propos. Parce que quand il dit, il traite Préletti de petite tarlouse, c'est sur le coup de la colère, Montpellier a perdu, bon, il y a toute cette émotion aussi, mais il a aussi pris conscience. C'est quelqu'un qui aurait tout à fait pu dire, le connaissant, vous m'emmerdez avec vos conneries. Donc il a quand même, est-ce qu'il est homophobe au fond de lui, j'en sais rien. Il y a des choses après que je peux pas dire. Mais, non, mais, des choses que je peux pas dire. Mais, voilà. Je sais pas. La question est très bonne et nous permet de rebondir. Je pense que le directeur de l'INSEP a dit la question tout à l'heure, c'est-à-dire on dit des choses, hein, on véhicule beaucoup de choses, on répète beaucoup de choses. Sortir
sortir de la qualification homophobe des individus, c'est comprendre qu'on est tous traversés par des discours et par des logiques de structuration qui positionnent les individus soit par rapport aux autres, par des choses qui beaucoup nous échappent. Et je pense que les personnes qui se définissent comme homosexuelles le savent elles-mêmes, puisque elles-mêmes peuvent être sujettes à des propos homophobes. Moi-même, à mes heures égarées, fatigué dans des états de régression importants, qui sait, ou bête de certains processus, peut véhiculer des discours sexistes. Et le travail de recherche et la compréhension des mécanismes sociaux, c'est aussi un travail sur soi. C'est aussi un travail sur soi. C'est-à-dire, on n'échappe pas à des constructions collectives. Et faire un colloque et réfléchir, c'est considérer que les autres sont construits socialement par ces processus, mais soi-même on l'est. Alors si on y arrive à y échapper tant soit peu, on le partage avec les autres et on intervient socialement et on devient des acteurs sociaux tant soit peu éclairés Donc, est-ce qu'il est homophobe? Il véhicule quelque chose de l'expression homophobe de nos sociétés. Je pense un peu plus que d'autres, il est un vecteur de cette construction collective un peu plus fort. En même temps, il est dépendant de nous, c'est-à-dire qu'il s'autorise à dire des choses ou à ne pas dire des choses, et à comprendre des choses ou à ne pas comprendre, en fonction des liens ou des relations qu'on noue avec lui, et du fait qu'on est capable d'aller l'enquiquiner sur un propos qu'il a tenu. Donc voilà, quand on pose des questions sociologiques, on échappe un peu à cette question du poids des individus, même si les individus existent, mais c'est pas notre objet, j'ai envie de dire, de recherche à proprement parler. Alors, je vais reprendre peut-être, et je profite aussi de la présence de Greg, je sais pas si ce sera là demain, Greg Descamps, qui a fait une enquête sur les violences sexuelles dans le sport, qui montre qu'il y a des violences aussi entre garçons. Mais par exemple, des garçons qui vont s'humilier ou qui vont en prendre un et le rabaisser sur des logiques homophobes, ils n'ont pas forcément conscience qu'ils sont homophobes. Et au contraire, ça participe même à l'apprentissage de l'hétérosexualité. C'est ça qui est à penser aussi. C'est que l'homophobie a une fonction éducative. Quand je dis une fonction éducative, je dis pas que c'est bien, je dis que ça joue un rôle dans l'apprentissage des valeurs et des normes hétérosexuelles. Et y compris quand c'est violent, y compris quand c'est basé sur l'insulte, sur l'injure. Justement, en insultant ou en étant violent avec l'autre, on apprend à devenir ce que l'on doit devenir, du point de vue de justement toutes ces prescriptions sociales. Donc ça joue un rôle, bien sûr. Et pour reprendre sur Louis Nicolin, je pense que c'est un parcours. Je pense peut-être qu'il y a une prise de conscience. Et je vais faire un parallèle avec ce que je vis à l'université. À l'université, je suis chargé de mission pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Avant moi, c'était une collègue femme qui est partie à la retraite. Aujourd'hui, donc c'est moi qui suis un homme et je suis le seul, enfin, on doit être deux au niveau national, à être chargé de mission pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le simple fait que je sois un homme, ça a fait changer le regard de plein de mes collègues hommes. Sans parler, tout d'un coup, ils se rendent compte, parfois, ils parlent et puis, ils se aperçoivent qu'ils ont un propos sexiste. Alors que 2 ans avant, peut-être qu'ils l'auraient tenu ce propos sexiste et ils auraient cherché à en rigoler avec moi. Et du coup, il y a quelque chose qui est, bah oui, c'est vrai, Philippe, toi, oui, il y a une réaction. Alors, c'est un travail de déconstruction de tout ce que la société, par l'éducation, nous a inculqué et qui fait qu'on a du mal parfois et qu'on peut réagir. Sale pédé, c'est une insulte courante. Sale pute, c'est une insulte courante que les gamins utilisent dès l'école. Et ça, on est